Bonjour à tous. Lorsqu'il s'agit de perdre du poids, vous croyez probablement en 3 choses. 1. Si vous voulez perdre du poids, vous devez manger moins de calories que vous en dépensez. 2. Vous devez faire de l'exercice. 3. Manger plus de calories que votre moyenne quotidienne signifie que vous allez perdre du poids. Eh bien, je suis désolée de le dire, mais aucune de ces idées n'est correcte. J'ai récemment lu un livre intitulé « The Obesity Code – Unlocking the Secrets of Weight Loss », le code de l'obésité, dévoiler les secrets de la perte de poids du Dr Jason Fung. Et j'ai réalisé qu'il y avait tant de choses que je croyais être vraies sur la perte de poids, le régime et l'exercice qui étaient en réalité fausses. Je sais que vous êtes probablement assez sceptique, comme je l'étais lorsque j'ai commencé à lire le livre, mais je pense que vous allez changer d'avis. Commençons donc. Point à retenir numéro 1, manger moins ne fonctionne pas. Supposons que vous gagnez 1 000 € par mois et que vous dépensez le même montant chaque mois. Donc, entrée d'argent égale 1 000 €, somme dépensée 1 000 €. Tout à coup, votre patron réduit votre salaire et votre revenu est ramené à 250 € par mois. Continueriez-vous à dépenser 1 000 € par mois alors que votre revenu est de 250 €? Évidemment que non. Vous êtes une personne plutôt intelligente et vous réduirez vos dépenses à 250 €. Sinon, vous feriez faillite. Vous comprenez que les revenus et les dépenses dépendent les uns des autres. Ils ne sont pas indépendants. La même logique s'applique aux calories. Lorsque vous réduisez les calories, le corps réduit la quantité d'énergie que vous brûlez. Votre corps est extrêmement intelligent. Il ne veut pas mourir. Il fait donc la chose logique et réduit l'énergie dépensée, tout comme vous le feriez si vos revenus commençaient à baisser soudainement. Cela a été prouvé maintes et maintes fois dans de nombreuses études au cours des 100 dernières années. Et le résultat est le même. Une fois que vous réduisez les calories entrantes, les calories sortantes sont automatiquement réduites. Dans une étude où un certain nombre de volontaires ont réduit le rapport calorique de 30% pour voir l'effet sur leur énergie, tous les participants ont connu une diminution de 30% de leurs dépenses énergétiques totales. Le corps a équilibré le budget énergétique. Dans une autre étude, les participants sont passés de 3000 à 1500 calories par jour. Ils avaient alors froid, étaient fatigués et avaient des vertiges. Ils perdaient leurs cheveux et avaient des ongles fragiles. C'était principalement parce que le corps se fermait pour assurer sa survie. Le corps disait essentiellement « Oui, vous pouvez vous sentir fatigué et avoir froid, mais vous vivrez un autre jour. » Toute ma vie, j'ai personnellement cru au modèle des calories entrantes versus calories sortantes. Ce modèle dit essentiellement que si vous mangez moins que ce que vous brûlez, vous commencerez à perdre du poids. Cependant, le problème majeur de ce modèle est qu'il suppose qu'une fois que vous commencez à manger moins, la quantité de calories que vous brûlez reste stable. Or, tout comme les revenus et les dépenses, les calories absorbées et les calories dépensées dépendent les unes des autres. Par exemple, ce modèle suppose que si vous réduisez votre apport calorique de 500 calories par jour, vous aurez en une semaine un déficit de 3500 calories qui vous fera perdre 450 grammes de graisse. Cela signifie-t-il qu'en 200 semaines, vous perdrez 91 kilos et pèserez 0? Bien sûr que non. C'est ridicule, non? À un moment donné, le corps réduit ses dépenses caloriques et équilibre son budget. C'est pourquoi vous perdez un peu de poids au début de votre régime, puis vous atteignez un plateau. Finalement, après quelques jours ou semaines, vous abandonnez et reprenez tout le poids perdu, plus quelques kilos de plus que votre poids initial avant le début du régime. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous reprenons souvent plus de poids après un régime? La raison est la suivante. Outre la réduction de la dépense calorique, une autre chose importante qui se produit dès que vous réduisez les calories est que votre corps augmente une hormone de la faim appelée gréline. Le rôle de cette hormone est de vous obliger à manger. D'innombrables études montrent que cette hormone reste très élevée, parfois même 1 an après la fin du régime. Cela signifie que même après 1 an, le corps vous force à manger. C'est pourquoi réduire les calories ne fonctionne pas. Je le sais, vous le savez, c'est un fait, acceptez-le. Avant de passer au deuxième point à retenir, je vous rappelle que les éléments mentionnés dans cette vidéo ne sont pas des conseils médicaux et que je ne suis pas médecin. Je suis juste une inconnue sur YouTube qui résume des livres. Veuillez donc toujours consulter votre médecin. Point à retenir numéro 2, l'exercice n'est pas fait pour perdre du poids.
Imaginez que vous allez passer un examen composé à 95% de mathématiques et à 5% d'orthographe. Passeriez-vous 50% de votre temps à étudier l'orthographe? Absolument pas, n'est-ce pas? Au contraire, vous passerez la majeure partie de votre temps à étudier les mathématiques, car elles représentent 95% de l'examen. En utilisant cette analogie, nous pouvons dire que dans votre examen de perte de poids, la nourriture joue un rôle de 95% et l'exercice de seulement 5%. Consacrer 50% de son temps à l'exercice est évidemment une perte de temps, mais c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Nous essayons de perdre du poids en faisant plus d'exercice. La perte de poids dépend de la dépense énergétique totale et l'exercice n'en représente qu'une infime partie. Le corps utilise de l'énergie même en faisant d'autres choses que de l'exercice, comme dormir, marcher, penser, pomper le cœur et bien d'autres choses encore. Par exemple, la dépense énergétique quotidienne d'un homme moyen peu actif est d'environ 2500 calories. S'il marche tous les jours à un rythme modéré pendant 45 minutes, il brûlera environ 104 calories. Cela ne représente même pas 5% de sa dépense énergétique totale. La grande majorité des calories sont utilisées par le métabolisme du corps. Des études prouvent que la dépense énergétique quotidienne d'une société de chasseurs-cueilleurs est similaire à celle des employés de bureaux sédentaires, malgré des différences significatives dans les niveaux d'activité physique. Réfléchissez-y un instant. L'employé de bureau reste assis toute la journée, mais le membre de la tribu marche ou court jusqu'à 32 km et pourtant, il brûle un nombre presque identique de calories. Nous pouvons en conclure que l'exercice est comme se brosser les dents. Il est bon pour vous de le faire tous les jours. Il présente des tonnes de bienfaits pour votre cerveau et votre corps. Mais ne vous attendez pas à perdre du poids. L'exercice n'est pas un outil de perte de poids. Point à retenir numéro 3. Manger plus n'entraîne pas de prise de poids. Supposons que vous soyez directeur d'une centrale électrique au charbon et que vous receviez 2000 tonnes de charbon par jour et que vous en brûliez également 2000 tonnes. Tout à coup, vous commencez à recevoir 4000 tonnes par jour. Que feriez-vous? Si vous continuez à brûler 2000 tonnes par jour, le charbon s'accumulera et vous finirez par stocker le surplus de charbon dans le bureau du patron, ce qui mettra votre patron en colère et vous serez probablement licencié. Cependant, si vous augmentez la combustion de charbon à 4000 tonnes par jour, vous produirez plus d'énergie et le patron sera content. Tout comme vous, en tant que directeur d'usine, commencez à brûler plus de charbon, votre corps réagit de manière tout aussi intelligente lorsqu'il reçoit plus de calories que d'habitude. Le métabolisme du corps augmente et il brûle rapidement les calories excédentaires. Là encore, de nombreuses études scientifiques le prouvent. L'une des plus intéressantes a été menée par le Dr Sims. Il a recruté des détenus dans une prison d'État et s'est assuré que tous les participants mangeaient 4000 calories par repas. Et les participants n'étaient pas autorisés à faire la moindre activité physique. Une chose amusante s'est produite. Le poids des prisonniers a augmenté dans un premier temps, puis s'est stabilisé. Puis, le Dr Sims a poussé l'étude à un autre niveau, où il a pu persuader certains prisonniers de manger jusqu'à 10 000 calories par jour. Certains participants ont abandonné l'expérience parce qu'il leur était devenu difficile de trop manger. Au cours des 4 à 6 mois suivants, les prisonniers restants ont fini par prendre 20 à 25% de leur poids initial. La prise de poids variait d'une personne à l'autre, mais la dépense énergétique totale des sujets a augmenté de 50%. Leur corps a essayé de brûler les calories excédentaires afin de retrouver leur poids initial. À la fin de l'expérience, le poids corporel est revenu rapidement et sans effort à la normale. La plupart des participants n'ont pas conservé le poids qu'ils avaient pris. Si l'excès de calories ne provoque pas de prise de poids et si la réduction des calories ne provoque pas de perte de poids, alors qu'est-ce qui nous fait grossir en premier lieu? La perte et la prise de poids sont des problèmes hormonaux. Ils ne sont pas causés par une augmentation des calories, mais plutôt par un poids fixé par le corps qui est trop élevé en raison d'un déséquilibre hormonal dans le corps. Les hormones sont des messages chimiques qui régulent de nombreux systèmes et processus corporels tels que la faim, le stockage des graisses, la glycémie, etc. Nous ne contrôlons pas consciemment notre poids corporel, pas plus que nous ne contrôlons notre rythme cardiaque, notre métabolisme de base, notre température corporelle ou notre respiration. Ils sont tous régulés automatiquement, tout comme notre poids. Les hormones nous disent que nous avons faim. Les hormones nous disent que nous sommes rassasiés. Les hormones augmentent la production d'énergie. La prise de poids est le résultat d'un déséquilibre hormonal, pas d'un problème calorique.
S'il s'agit d'un problème hormonal, quelle hormone provoque spécifiquement la prise de poids? La réponse est l'insuline. L'insuline est le principal coupable. Voici un test simple pour le prouver. Si vous injectez de l'insuline à quelqu'un, cette personne va-t-elle grossir? La réponse est un oui absolu. C'est pourquoi les patients qui reçoivent de l'insuline dans le cadre de leur traitement commencent à prendre du poids. Voici un autre test. Disons que votre besoin calorique quotidien moyen est d'environ 2500 calories. Si nous réduisons radicalement vos calories à 700 et que nous vous donnons de l'insuline, vous commencerez à prendre du poids. C'est fou, non? Vous vous affamez presque avec 700 calories, mais vous prenez quand même du poids. Comment cela est-il possible? La réponse est l'insuline. L'insuline est libérée chaque fois que vous mangez quelque chose. Bien sûr, certains aliments et certaines boissons font monter le taux d'insuline plus haut que d'autres, mais tous les aliments font monter le taux d'insuline. Les personnes en surpoids libèrent des niveaux d'insuline beaucoup plus élevés que les personnes de poids normal. Chez les personnes maigres, les taux d'insuline reviennent rapidement à la normale après un repas, mais chez les personnes en surpoids, ces taux restent élevés. Des taux élevés d'insuline sur une longue période finissent par créer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Pour comprendre ce qu'est la résistance à l'insuline et comment elle se développe, il faut comprendre la nature du corps humain. Le corps humain veut rester dans un état d'équilibre. Ainsi, si les choses changent dans une direction, le corps réagit en changeant dans la direction opposée pour se rapprocher de son état initial. Par exemple, si vous avez froid, le corps s'adapte en augmentant la production de chaleur corporelle. Si vous avez chaud, le corps transpire pour essayer de se rafraîchir. En d'autres termes, le corps développe une résistance. Il en va de même avec les drogues. Une personne qui prend de la cocaïne pour la première fois ressent un état d'euphorie. Mais la fois suivante, lorsqu'elle prend la même quantité de drogue, elle n'éprouve pas la même sensation et doit augmenter les doses à chaque fois pour ressentir la même euphorie. Comment cela se fait-il? C'est parce que le corps développe une résistance. De même, lorsque notre corps reçoit plus d'insuline, il développe une résistance et pour atteindre les mêmes niveaux d'énergie, notre corps demande plus d'insuline. C'est un cercle vicieux qui se répète sans cesse. L'insuline provoque donc une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est le coupable caché de la prise de poids, du diabète, de la stéatose hépatique, des maladies cardiaques, du cancer, etc. Il y a un grand coupable qui est responsable de l'aggravation du problème de la résistance à l'insuline et ce sont les grandes entreprises alimentaires. Les grandes entreprises alimentaires veulent faire plus d'argent, alors elles ont commencé à promouvoir un nouveau type d'aliment appelé collation. Dans le passé, nous ne mangions pas de collation, nous mangions 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et notre taux d'insuline montait 3 fois en flèche, puis redescendait pendant la période où nous ne mangions pas. La fenêtre d'alimentation de 12 heures serait donc compensée par une fenêtre de jeûne de 12 heures. Cependant, aujourd'hui, nous avons quelque chose que nous appelons la collation. Nous mangeons dans la voiture, nous mangeons devant la télévision et nous mangeons lorsque nous faisons la queue. Notre taux d'insuline ressemble maintenant à quelque chose comme ceci. Non seulement l'insuline est augmentée trop souvent au cours de la journée, mais ces collations sont hautement transformées, ce qui signifie que la hauteur du pic est également plus élevée. Ainsi, l'intensité et l'intervalle du pic d'insuline ont augmenté, ce qui a créé un environnement idéal pour développer une résistance à l'insuline. Lorsque les gens ont commencé à prendre du poids, l'industrie alimentaire a tout mis sur le compte des calories, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui vend des calories. Il n'y a pas de marque appelée calories. Il n'y a pas de nourriture appelée calories. Calories pourrait prendre tout le blâme. Ils disent que les bonbons ne font pas grossir. Les calories font grossir. Ils disent que 100 calories de coca sont similaires à 100 calories de brocoli. Ils disent qu'une calorie est une calorie. Mais citez une seule personne qui a grossi après avoir mangé du brocoli. À ce stade, vous pourriez dire « Bon, assez parlé du problème, donnez-moi la solution. Que dois-je faire pour perdre du poids ?» Voici la solution, diminuer votre taux d'insuline. Et comment y parvenir? 1. Quand tu manges. 2. Ce que tu manges. Commençons par quand tu manges. Comme nous l'avons déjà mentionné, tous les aliments font augmenter l'insuline. Quel que soit le caractère sain de l'aliment, dès que vous mangez, le taux d'insuline augmente. La seule façon de la faire baisser est de s'abstenir complètement de manger. Le glucose et les graisses sont les principales sources d'énergie de l'organisme. Lorsque le glucose n'est pas disponible, le corps commence à utiliser les graisses comme source d'énergie.
Le jeûne est le processus par lequel le corps commence à brûler les graisses au lieu de glucose pour générer de l'énergie. La graisse est simplement l'énergie alimentaire stockée par le corps. En période de pénurie alimentaire, les graisses stockées sont naturellement libérées pour combler le vide. Le corps ne brûle pas les muscles dans le but de se nourrir jusqu'à ce que toutes les réserves de graisse soient utilisées. De nombreuses personnes ont le mythe que le jeûne leur fait perdre de la masse musculaire. La dégradation du tissu musculaire ne se produit qu'à des niveaux extrêmement bas de graisse corporelle. Les graisses sont brûlées en premier. Dire que le jeûne brûle les muscles, c'est comme dire que vous avez une énorme quantité de bois de chauffage stockée dans votre maison, mais que vous choisissez de brûler le canapé en premier. Le jeûne ne provoque pas de malnutrition car les niveaux de magnésium, de calcium et de phosphore sont stables pendant le jeûne en raison de la grande quantité de ces minéraux stockés dans les os. Le jeûne peut être effrayant pour les personnes qui ne l'ont jamais fait auparavant. Voici quelques questions qui reviennent toujours lorsqu'il s'agit de jeûner. 1. J'ai faim quand je jeûne. Que puis-je faire? C'est probablement la préoccupation numéro 1 des jeûneurs du monde entier. La vérité est que la faim vient par vagues. Les gens pensent que chaque vague de faim est plus forte que la précédente, mais ce n'est pas le cas. Si vous avez faim, cela passera. Rester occupé est souvent utile. 2. Que puis-je manger les jours de jeûne? Essayez de rester bien hydraté tout au long de votre jeûne. Essayez de boire 2 litres d'eau par jour. Veillez à rompre votre jeûne en douceur. Trop manger juste après le jeûne peut entraîner des malaises gastriques. 3. Puis-je faire de l'exercice pendant le jeûne? Absolument, il n'y a aucune raison d'arrêter votre routine d'exercice. Le jeûne est le moment idéal pour faire de l'exercice. 4. Le jeûne peut-il me fatiguer? De nombreuses personnes trouvent qu'elles ont plus d'énergie pendant un jeûne, probablement en raison d'une augmentation de l'adrénaline. Si vous ressentez une fatigue excessive, vous devez arrêter le jeûne et consulter immédiatement un médecin. 5. Le jeûne me rendra-t-il confus ou oublieux? Non, vous ne devriez pas ressentir de baisse de mémoire ou de concentration. Au contraire, le jeûne de longue durée peut même vous aider à améliorer votre mémoire. 6. J'ai des vertiges lorsque je jeûne. Que dois-je faire? Veillez à boire beaucoup de liquide. Ajouter du sel marin à l'eau aide souvent. 7. J'ai des crampes musculaires. Que puis-je faire? Un faible taux de magnésium peut provoquer des crampes musculaires. Vous pouvez prendre un supplément de magnésium en vente libre. 8. J'ai des maux de tête lorsque je suis à jeun. Que puis-je faire? Essayez d'augmenter votre consommation de sel. Les maux de tête sont assez fréquents les premières fois que vous essayez de jeûner. On pense qu'ils sont causés par le passage d'un régime relativement riche en sel à un apport très faible en sel les jours de jeûne. Les maux de tête sont généralement temporaires. 9. Mon estomac grogne sans cesse. Que puis-je faire? Essayez de boire de l'eau minérale. 10. Depuis que j'ai commencé à jeûner, je souffre de constipation. Que puis-je faire? Augmenter votre consommation de fibres, de fruits et de légumes pendant la période de non-jeûne peut vous aider. 11. J'ai des brûlures d'estomac. Que puis-je faire? Évitez de prendre de gros repas. Évitez de vous allonger immédiatement après un repas et essayez de rester en position verticale pendant au moins une demi-heure après le repas. Parlons maintenant de ce que tu manges. Voici 5 étapes pour vous assurer que ce que vous mangez vous aide dans votre démarche de perte de poids. Étape 1. Réduisez votre consommation de sucre ajouté. La règle simple est la suivante. Si un aliment est emballé, il contient du sucre ajouté. Par exemple, le ketchup contient plus de sucre que le coca pour 100 grammes. Vous vous demandez peut-être aussi quelle quantité de sucre est acceptable. Eh bien, c'est comme demander combien de cigarettes sont acceptables. Et les desserts? Il est certain qu'ils doivent être éliminés de votre régime. Voici comment vous pouvez terminer un repas de manière satisfaisante. Des fruits frais de saison, du chocolat noir avec plus de 70% de cacao et des noix. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais vous permettre de manger du sucre. La nourriture a toujours joué un rôle important dans les célébrations, anniversaires, mariages, etc. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'elle est occasionnelle. Le dessert ne doit pas être consommé tous les jours, et lorsque vous consommez des desserts, faites toujours attention à la quantité. Et les encas? Que manger à l'heure du goûter? Rien, ne mangez pas d'encas, simplifiez-vous la vie. Et le petit déjeuner? Le petit déjeuner est facultatif. Le petit déjeuner est sans conteste le repas le plus controversé de la journée. Le plus grand problème est que, comme les collations, les aliments du petit déjeuner contiennent souvent de grandes quantités de glucides et de sucres hautement transformés.
Ne mangez pas de céréales sucrées pour le petit déjeuner. Alors que les flocons d'avoine, les fruits secs et les barres de céréales tentent de se déguiser en aliments sains, ils sont souvent fortement sucrés. Si vous n'avez pas faim, ne mangez rien du tout. Vous pouvez parfaitement sauter le petit déjeuner. Boissons. Ne consommez que des boissons sans sucre ajouté. La meilleure boisson est l'eau plate ou gazeuse. Le thé ou le café sont également excellents. Et l'alcool ? Une consommation modérée de vin rouge n'augmente pas l'insuline et peut donc être appréciée. Jusqu'à 2 verres suffisent. Étape 2. Réduisez votre consommation de céréales raffinées. Les céréales raffinées, comme la farine blanche, augmentent l'insuline plus que tout autre aliment. La farine blanche doit être éliminée de votre alimentation car tous ces nutriments sont détruits lors de la transformation et des nutriments artificiels sont ensuite ajoutés pour faire son marketing. Étape 3. Modérez votre consommation de protéines. Modérez la quantité de protéines dans votre alimentation pour qu'elle ne dépasse pas 20 à 30% de vos calories totales. Les substituts de repas, les barres ou les poudres protéinées sont des faux aliments hautement transformés. Ces produits ne permettent pas de perdre du poids de façon durable et sont conçus pour que vous en redemandiez. Étape 4. Augmentez votre consommation de graisses naturelles. Lorsque vous choisissez des graisses, essayez d'augmenter la proportion de graisses naturelles. Les graisses naturelles et non transformées comprennent l'huile d'olive, le beurre, l'huile de noix de coco et la graisse de bœuf. Les noix ont une teneur élevée en graisse et présentent des avantages considérables pour la santé. Étape 5. Augmentez votre consommation de facteurs de protection. Les fibres peuvent réduire les effets stimulants de l'insuline des glucides, ce qui en fait l'un des principaux facteurs de protection contre la prise de poids. Les fruits, les baies, les légumes, les céréales complètes, les graines de chia, les haricots, le popcorn, les noix, les flocons d'avoine et les graines de citrouille sont de bonnes sources de fibres. C'est tout pour la vidéo. Si vous voulez voir d'autres livres sur la santé et le bien-être que j'ai résumés auparavant, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Merci de votre attention. À bientôt!